Regarde, moi je suis passé à... C'est les collèges ça, regarde, il y aura regarde, on sera là. Bon, ça donne envie d'habiter ici, non? Hein? Ah ouais, quel magnifique film et quel bonheur de vous retrouver, de se retrouver après voilà, cette période où les vœux en forme réelle nous étaient interdites. Et puis voilà, maintenant c'est possible, c'est vraiment un grand bonheur. Alors on commence évidemment une cérémonie de vœux en saluant d'abord les personnalités. Donc les personnalités, c'est d'abord les habitantes et les habitants de Lieusaint. Donc habitantes et habitants de Lieusaint, soyez les bienvenus chez vous. Et puis je vais évidemment essayer de ne pas en oublier, exercice difficile, mais évidemment je commence par le premier d'entre eux, cher Olivier, notre député qui fait voilà, un travail de député évidemment remarquable. Sur notre commune, sur notre territoire plus largement, qui porte à la fois les transports, la santé, mais aussi un certain nombre voilà, de combats, et notamment un qui nous occupe, j'imagine une majorité d'entre nous, mais qui a beaucoup occupé Olivier ces derniers temps. Évidemment, je pense au combat contre la réforme des retraites, et je crois que c'est important que d'avoir en notre sein une dimension nationale pour porter plus de justice dans notre pays. Et ça, c'est Olivier Faure qui a été donc reconduit comme premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc là, je déborde un peu évidemment de mon rôle de maire, mais je suis tellement content que j'ai envie de le partager avec vous. Bravo Olivier! Voilà, monsieur le sénateur, cher Vincent, qui est quelque part par là, et puis mesdames les conseillères régionales, puisque j'ai vu à la fois Julie Garnier, et puis Stéphanie Lemeur, voilà, qui portent là aussi évidemment nos territoires au sein de l'Assemblée régionale, et c'est évidemment très utile. Mesdames, messieurs les maires, donc j'ai vu Lynn Magne, qui est maire de Moissy-Cramayel et vice-présidente chargée du développement économique, et le développement économique sur notre territoire, il va bien. Et comme dit Lynn, entre Moissy-Cramayel et Lieusaint, il y a bien plus qu'une gare, et c'est tout à fait juste. Alain Ouzet, maire de Réau, qui lui, évidemment, a en charge aussi au sein de l'agglomération une délégation importante, puisqu'il s'agit de l'économie et de l'économie notamment autour de l'aéronautique. Et évidemment, nous savons qu'avec Villaroche, il y a des projets majeurs en matière de souveraineté industrielle pour notre pays. J'ai vu Karl aussi, Karl Dirat, qui est là, voilà, maire de Villabé, donc c'est sur la rive gauche de Grand Paris Sud, maire de Villabé, vice-président chargé de tous les travaux, tous les espaces publics. Donc il y a un certain nombre d'équipements sur notre commune, je pense au théâtre Sénart, je pense à la médiathèque par exemple, qui sont des équipements Grand Paris Sud et que Karl évidemment pilote avec les services. Voilà. J'ai vu aussi monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà, je le remercie vraiment. Voilà, il est là-bas. Merci beaucoup de votre présence. Voilà, nous avons évidemment beaucoup à faire pour à la fois soutenir l'emploi, la création d'emplois. Et notre partenariat est un partenariat historique, mais nous allons évidemment encore l'amplifier. Je n'oublie pas ma conseillère départementale préférée, elle est à côté de moi, c'est Virginie Thomor. Et puis Stéphane Rafali, voilà. Mais comme je ne le vois pas,
voilà, Stéphane Raffaly qui est maire de Ris-Orangis, une des communes les plus importantes de notre agglomération en taille, plus de 30 000 ou près de 30 000 habitants, et vice-président chargé notamment de tout l'aménagement et des grands projets. Et c'est un apôtre de l'écologie, et on se retrouve évidemment sur tous ces sujets-là qui le passionnent comme il nous passionne ici. Voilà, Lynn, est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Bon, parfait, très bien. Voilà, bon, bah écoutez, c'est bon. Alors, Madame l'inspectrice d'académie, mais j'en dirai un mot tout à l'heure, je sais que vous êtes là. Voilà, eh bien, je peux... voilà. Donc, merci à toutes et tous, merci habitants, habitantes, merci monsieur le directeur du centre commercial Carré Sénard qui est là, cher Mohamed, merci à tous les acteurs, toutes les actrices, tous les partenaires de notre commune. Alors, c'est évidemment l'occasion, puisque nous n'avons pas eu de vœux depuis 2020, de vous présenter une nouvelle équipe. Alors, elle est nouvelle, évidemment, sur scène, mais elle n'est pas nouvelle, puisque depuis 2020, elle est aux manettes. Et puis, un conseil municipal, c'est un peu comme un orchestre. Voilà, et nous avons la chance d'avoir des musiciens hors pair. Ils se sont engagés, c'est ma dream team. Voilà, moi, j'en suis très heureux, mais que j'en sois très heureux, c'est bien, mais c'est évidemment pas suffisant. C'est d'abord un gage d'efficience pour notre commune, et ça, je crois que c'est très important d'avoir des élus totalement impliqués et au bon niveau d'enjeux, compte tenu des enjeux qui pèsent évidemment sur notre commune. Notre pays traverse de nombreuses épreuves. Le Covid, toujours un peu présente, la flambée des prix de l'énergie, la forte inflation des denrées, notamment alimentaires, de consommation courante, toujours quelques craintes d'actes terroristes, et puis cet été avec son lot d'inondations, de fortes chaleurs, d'incendies. Et puis cette guerre en Ukraine, à seulement un peu moins de 2000 kilomètres de nos frontières, engagée il y a presque un an maintenant par le despote du Kremlin. Notre commune s'est engagée, comme à chaque drame, engagée pour accompagner les familles ukrainiennes qui ont trouvé refuge sur notre commune. Il y en a plusieurs et que nous continuons bien évidemment à accompagner, à suivre. Et ça me permet de remercier tous les lieux saintais qui se sont mobilisés dans un bel élan de solidarité. Un monde éprouvant pour chacune et chacun d'entre nous. Mais vivons-nous une multitude de crises ou est-ce que nous ne vivons pas plutôt un changement profond de société, un changement de paradigme, comme on dit? Je le pense. 4 mutations profondes sont en cours. La première, le réchauffement climatique, qui appelle une nécessaire transition sociale et écologique. Je vais y revenir. La seconde, c'est la révolution féministe. De MeToo, dans le monde et chez nous, au formidable courage des femmes et des hommes qui se dressent contre les tyrans en Iran, une révolution qui appelle une déconstruction du modèle patriarcat, là-bas en Iran, mais ici tout autant. Revendications ô combien légitimes de droits bafoués ou émergents. Citons par exemple la vague Black Lives Matter, les droits des peuples indigènes en Inde ou même le très précurseur droit de la nature en Équateur. Il montre le chemin pour reconnaître des droits nouveaux, comme le droit des animaux, le droit des générations futures et le droit de la terre, tout simplement, par exemple sur notre territoire, la forêt de Sénart ou la Seine, pour ne citer que celle-ci. Troisième mutation profonde, le questionnement sur le travail, le sens, l'utilité, les conditions de travail, la place du télétravail, tout ça nous habite. Pas forcément, dans ce contexte-là, le moment le plus opportun pour lancer une réforme sur les retraites, d'autant plus quand celle-ci est totalement injuste et déséquilibrée. Est-ce que nous ne vivons pas un moment de bascule similaire à ce que notre pays a vécu il y a plus de 200 ans maintenant, avec les Lumières, similaire à ce que notre monde a connu lorsque Galilée a démontré que la Terre était ronde, et c'est confirmé, elle l'est bien. L'alliance entre croissance économique et progrès social a atteint ses limites. Une croissance infinie dans un monde aux ressources finies n'est tout simplement plus possible. Il faut donc emprunter une autre voie. Ce changement de paradigme doit embarquer tout le monde. Nous devons faire société, assurer la cohésion sociale, pour se faire un seul chemin, plus de justice. Un monde plus juste,
une Europe plus juste, une France plus juste, avec une conviction profonde. L'avenir de notre pays et le traitement de ses priorités passent d'abord par les territoires, les villes, les intercommunalités au premier chef. En ces périodes de perte de confiance constatée en nos institutions, quelles qu'elles soient, et donc en la politique, les territoires sont en grande partie la solution. Les territoires sont à l'échelle du possible, par leur proximité, leur agilité, leur lien permanent avec les habitantes et les habitants, leur connaissance fine des atouts et des faiblesses concrètes de nos territoires. Nous l'avons démontré lors de la période Covid, la période critique de la période Covid, livraison, fabrication de masques, mise en place de centres de vaccination, adaptation permanente du scolaire comme du périscolaire. Il nous faut, à l'échelle nationale, aller au bout de la décentralisation. Imaginez une hybridation où les États sont garants des institutions de la sécurité, de la protection sociale, de l'égalité, et les territoires à la pointe de la transformation sociale. Et surtout, une nouvelle méthode de l'action publique, respectueuse des territoires, basée sur la coopération, l'alliance des territoires, l'exemplarité, le sens de l'intérêt général, bref, une confiance en les territoires et ses représentants. Oui, les territoires sont la solution. Parmi la multitude des sujets, je voudrais développer et partager avec vous ce soir 2 priorités à notre échelle, l'écologie et l'éducation. L'écologie, car il y va de la survie de l'humanité. L'éducation, pour amplifier le pouvoir d'agir, le pouvoir de vivre de chacune et de chacun. La première des priorités est mondiale, la lutte contre le réchauffement climatique. Avec d'abord un autre regard à porter sur le vivant. Notre société occidentale s'est construite sur un rapport à la nature qui ignore les liens multiples d'attachement, de dépendance réciproque, qui connectent un humain aux autres formes du vivant, que ce soit les plantes ou les animaux. Nous avons mis les humains et leurs seuls intérêts au cœur du système. Conséquence, nous avons utilisé et nous continuons à utiliser les ressources de la Terre sans retenue, ce qui aboutit entre autres au réchauffement climatique que nous constatons et à des pertes de biodiversité. Bienvenue dans l'Anthropocène. C'est le nom que les scientifiques ont donné à cette période, qui coïncide avec le début de la révolution industrielle et dans laquelle les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de notre planète. Ce serait donc à l'humanité dans son ensemble que reviendrait la responsabilité de l'apocalypse? Pas tout à fait. À l'échelle de la planète, les 10% les plus riches sont responsables de la moitié des émissions totales de gaz à effet de serre. La symétrie entre richesse et émissions est tristement presque parfaite. Cette élite de la pollution pollue 4 fois plus que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Les plus riches polluent et les plus pauvres subissent. Le temps nous est désormais compté. Les dernières études scientifiques nous montrent que nous avons une vingtaine d'années pour sortir d'une société trop largement fondée sur le carbone. Si le réchauffement augmente encore de 1,5 degré de plus, et nous y sommes quasiment, nous aurons des catastrophes climatiques en cascade, des vents, des inondations, des vents, des tempêtes, ce que nous avons en partie vécu déjà en 2022. 1,5 degré, 2 degrés, cela peut paraître peu à l'échelle de notre météo quotidienne. Pour se l'imaginer, il faut prendre comme référence la température du corps humain, 37 degrés à peu près. Imaginons-nous vivre en permanence avec une fièvre de 39 degrés. Oui, notre destinée commune doit appuyer désormais sur l'habitabilité de notre planète. Cessons de croire et de faire croire à une croissance continue. Umberto Eco écrivait dans un de ses ouvrages « À tout problème complexe, il y a une solution simple, mais elle est fausse. » Oui, le sujet n'est pas simple. Comment délier croissance et progrès? Tel est le programme qu'il faut d'urgence engager aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, les territoires sont la solution. Mais que fait Grand Paris Sud, notre agglomération, en la matière? Notre démarche, la démarche que nous avons engagée avec beaucoup de volontarisme, est de traiter les défis écologiques et les défis sociaux de manière indissociable.
La dimension de la justice sociale est présente dans la conception même de nos politiques publiques. C'est pour cela que nous parlons de transition sociale et écologique. Pour cela, nous misons sur plusieurs choses, mais singulièrement sur la maîtrise publique. La transition sociale et écologique implique un retour au collectif des biens communs, ceux que l'argent ne doit pas pouvoir acheter, l'eau, l'énergie, le sol. Il nous faut les mettre sous souveraineté publique, à l'abri de l'accaparement marchand. Cette maîtrise publique vise à régénérer le lien social, à inspirer les citoyens avec du sens donné à l'action politique. Impulser une production et une consommation plus sobre. Récupérer et gérer cette maîtrise publique n'est pas chose facile. Elle nécessite une forte volonté politique, nous l'avons. Elle nécessite une grande capacité technique, managériale et financière, nous l'avons aussi. À Grand Paris, la maîtrise publique de l'eau, nous y sommes presque. Avec un premier effet en 2023, alors que l'INSEE prévoit une inflation de 7%, alors que la plupart des syndicats d'eau augmentent le prix de l'eau cette année, pour ces raisons-là, nous maîtriserons sur Grand Paris Sud le prix de l'eau grâce à notre régie publique et nous limitons la hausse à 1%, ce qui est tout simplement exceptionnel. La maîtrise publique, c'est aussi celle du foncier. Nous rendrons, à l'échelle de Grand Paris Sud, plus de 200 hectares à l'agriculture, avec un grand dossier ouvert, celui de l'alimentation et de l'agriculture. Nous aboutirons cette année à une stratégie agricole territoriale permettant d'accompagner la nécessaire mutation agricole, l'alimentation saine et le lien avec le vivant. Que fait Lieusaint? Ville écologique. Notre stratégie est solide et elle n'est pas nouvelle. Elle date de 2008, avec des réalisations fortes. Un écoquartier, primé par l'État, primé 2 fois par la région. L'écopôle, que nous partageons avec Moissy-Cramayel et Comble-la-Ville, pour un autre développement économique qui décolle en ce moment, avec notamment de l'économie circulaire, Cherline. La renaturation des espaces naturels, le Rue des Aunes, le bassin de la Motte, nous avons été primés. Et en 2023, le lancement des travaux de l'écoquartier, phase 2, 515 logements et un enjeu central, la biodiversité. La biodiversité. L'allée Royale, une allée majestueuse qui relie les forêts de Rougeot et les forêts de Sénart. Une allée qui est aujourd'hui un corridor humain assez extraordinaire pour les joggeurs, pour les marcheurs, pour les cavaliers, pour les cyclistes, mais qui n'est pas encore un corridor écologique. Il nous faut faire en sorte que les insectes, que les oiseaux, que les renards peut-être aussi puissent aller d'une forêt à une autre. Nous allons engager ce chantier-là de manière à faire de l'allée Royale un corridor écologique. Voilà ce que la biodiversité nous demande. Un plan vélo, bien sûr, qui est déjà extrêmement significatif sur notre commune, avec plus de 18 km. Nous sommes déjà la 3e ville cyclable d'Île-de-France. La 3e ville cyclable d'Île-de-France. Nous avons réalisé en 2022 4 km, nous en réaliserons 5 en 2023 et en 2024. L'éco-pâturage, on continue. Et puis à venir, l'installation, elles sont là, quelque part, l'installation d'une ferme pédagogique et thérapeutique sur le Carré Sénart. Voilà le lieu urbain, le lieu de rayonnement. Eh bien, voilà, il abritera cette ferme pédagogique. C'est un pari que nous faisons sur des terrains qui ont vocation à être urbanisés, mais je suis sûr que ça marchera, et comme ça marchera, on saura alors trouver le meilleur lieu. Ensuite, la biodiversité, le rapport à la nature, le rapport au vivant, évidemment, c'est aussi ça, et la dimension thérapeutique est absolument excellente. Voilà sur les aspects écologiques, mais il y a aussi les aspects sociaux, transition sociale et écologique. La gratuiterie et son prolongement éphémère, avec le dressing collectif au sein de notre centre commercial Carré Sénart. Le tout à 2 €. Et avec un message fort, un autre mode de consommation est possible. Voilà. Et ça a marché. Notre restauration scolaire, avec un double choix, intégrant un menu végétarien pour les élémentaires, c'était déjà, mais maintenant pour les maternelles, puisque ça nous a été demandé, plus des actions anti-gaspi, 40% de bio, la cuisine faite sur place, bref, la restauration scolaire, c'est un véritable marqueur de notre territoire. Et tout cela, quand même,
sans augmentation de la fiscalité locale pour la part communale. Alors oui, la transition sociale et écologique, c'est ici. Nous lancerons une grande démarche de démocratie participative adossée à la fresque du climat avant l'été pour que, ensemble, nous allions encore plus loin. Autre priorité, l'éducation. Dans un monde d'incertitude, il le restera très longtemps, il nous faut développer la capacité des individus à mobiliser ce dont ils disposent. Le succès n'est jamais uniquement le fruit du mérite personnel. Il s'alimente forcément de toutes les ressources offertes par la société et singulièrement l'éducation. Il faut former pour révéler tous les possibles, préparer plutôt que réparer, se former tout au long de la vie, mais bien sûr dès le plus jeune âge, former des êtres humains plus solidaires. L'enjeu de l'éducation aujourd'hui est sans doute là, dans notre capacité à incarner et à faire découvrir à l'école cette solidarité fondatrice. Pour cela, nous sommes à l'écoute de notre jeunesse pour appréhender ses aspirations, ses modes de vie. Et en même temps, il nous faut tenir ferme sur nos valeurs. Quand les médias et réseaux sociaux montrent une réalité qui fascine, sidère ou terrorise, notre éducation doit amener à interroger, questionner, interpeller, pour faire l'expérience que rien, jamais, n'est définitivement joué, ni perdu, ni décidé d'avance par d'autres que par des citoyens. Quand la société enjoint d'appartenir à tel ou tel clan qui procurera identité et sécurité, notre éducation doit montrer que le vrai bonheur est dans l'ouverture aux autres, dans l'altérité. Quand partout, on susurre qu'on ne peut trouver de plaisir que dans la consommation effrénée de l'épuisable, notre éducation doit prouver au quotidien que le vrai plaisir est dans le partage de l'inépuisable, les œuvres d'art et de culture, les connaissances, les savoirs, la transmission, la création, la contemplation du mystère du vivant. C'est cela l'ambition que nous portons pour nos plus jeunes, avec tous les acteurs de l'éducation, au premier rang desquels l'éducation nationale, et nous avons la chance sur notre territoire d'avoir à Lieusaint de super équipes de l'éducation nationale, son inspectrice académique, Anan Mougamir, qui est là, voilà, et qui impulse, évidemment, avec beaucoup de dynamisme, ces politiques-là, mais c'est aussi les enseignantes, les enseignants, les directrices, les directeurs, les principales de collèges et même les proviseurs de lycées voisins. Je pense au lycée Mendès France. Merci, Madame la proviseure, de votre présence. Le parcours scolaire peut, pour nos jeunes, se prolonger ici avec notre université Paris-Est Créteil et notre école d'ingénieurs, l'ICAM. Ainsi, ce sont près de 4000 étudiants qui sont présents sur ces sites, et je salue leur directeur, cher Jérôme, cher Mathieu, et puis j'ai vu Amilcar, vice-président de l'université Paris-Est Créteil, nous faire l'amitié d'être présent ce soir, puisque nous avons de grands objectifs, 4000 aujourd'hui, mais 6000, 8000, tout ça va monter évidemment dans les années qui viennent. La commune n'est pas en reste avec de nombreuses actions éducatives pour accompagner ce mouvement. Un projet passerelle, qui est un accompagnement spécifique des enfants de CM2 dans les centres de loisirs pour les faire évoluer vers la 6e. L'aide aux devoirs gratuite, mise en place 2 jours par semaine à l'espace jeunesse. Le dispositif École ouverte avec nos collèges qui permet une remise à niveau pendant les vacances des collégiens qui en ont le plus besoin. La distribution de calculatrices et de dictionnaires à tous les enfants en fin de CM2 pour l'entrée en 6e. La mise en place du CLAS, le contrat local d'accompagnement scolaire qui permet à des jeunes en échec scolaire d'apprendre par le jeu différemment. Et puis, à travers les yeux, ils le diront beaucoup mieux que moi, de Maya et de Sony, je vous invite à découvrir en images l'installation des écrans numériques, puisque toutes les classes de toutes nos écoles sont maintenant équipées d'écrans numériques, de découvrir ces écrans numériques, et puis aussi les ateliers robotiques que nous avons mis en place par notre team robotique et qui permet à nos jeunes de coder et de se familiariser à l'informatique et ainsi de susciter des vocations. Parole à l'image.
première image. Qu'est-ce que l'on voit? Donc, je m'appelle Monsieur Vives Steve et j'enseigne à l'école élémentaire L'Eau Vive depuis 1 an. Ce qui est intéressant avec le tableau numérique, c'est qu'il permet de favoriser les interactions entre élèves et puis il permet aussi de faire émerger une certaine motivation dans le travail. On arrive à capter davantage leur attention. Cette image-là, on l'avait vue. Qui s'en rappelle? Marie-Claire. Il permet aussi d'aller chercher des contenus très riches, des contenus variés, comme par exemple des audios, des vidéos, des images. Et donc cela va permettre en fait d'illustrer directement notre propos. On peut vraiment favoriser la construction des apprentissages de façon collective et participative. Il existe vraiment des plus-values au niveau des disciplines parce qu'on peut accéder à des logiciels et à des applications qui sont très pertinentes par rapport à la discipline associée. Maintenant, je vais vous demander, selon vous, quelle est la première raison des déplacements en France? En plus, il y a un vrai confort visuel à travailler avec les écrans numériques. On peut zoomer sur des textes. Donc si par exemple un enfant a tendance à mal observer depuis le fond de la classe, eh bien en zoomant, on va pouvoir résoudre ce problème instantanément. Ils utilisent aussi les cahiers du jour, ils utilisent les éléments que tout le monde connaît, à savoir les stylos, les crayons. Moi j'essaye en tout cas de trouver un compromis entre l'utilisation d'Internet et l'utilisation du tableau blanc. Je m'appelle Maya et je suis en CM1. On utilise le tableau numérique, que ce soit en français ou en calcul. Un tableau numérique, c'est comme un grand écran qui est interactif. J'ai trouvé que c'était incroyable et que c'était super. On peut naviguer dedans, on peut écrire avec un stylet. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut plus participer au tableau. Ça me fait beaucoup progresser. Je m'appelle Kathleen, donc je suis animatrice scientifique au sein de la commune de Lieusaint. Donc on est détaché depuis le mois de septembre pour faire des animations robotiques et scientifiques avec les différents publics de la ville. Donc on intervient dans les écoles, donc on fait des ateliers robotiques dans les classes de la maternelle au CM2. On fait aussi des ateliers dans les accueils de loisirs et on intervient dans différentes structures de la commune, donc par exemple au centre social, à la MCA. On touche différents publics de la commune. On a vraiment ce côté éducatif, c'est évolutif. C'est-à-dire qu'on va commencer avec des maternelles où on va faire vraiment de la programmation simple et au fur et à mesure de l'âge des enfants, ça évolue en fait et on se rend compte maintenant qu'il y a des enfants, ils commencent déjà à maîtriser certains outils et du coup c'est super plaisant de pouvoir voir l'évolution des enfants sur la commune à travers de ça, la robotique et puis maintenant les sciences qu'on commence à développer là depuis quelques mois. Il avait mis 30% de vitesse. C'est-à-dire qu'il est au maximum de sa vitesse. Oh, ça marche bien. Au niveau des compétences, ils ont gagné en apprentissage sur, par exemple, leur droite, leur gauche, avancer, reculer, et de pouvoir se rendre compte dans quel espace ils sont. Ils savent aussi comment faire la programmation avec les outils de programmation. Je m'appelle Sony et j'ai 9 ans. Je suis en CM1. J'adore la programmation et aussi j'adore construire. La programmation, c'est contrôler son robot pour qu'il fasse des gestes, qu'il avance, qu'il recule, qu'il tourne. On peut s'amuser, construire, programmer. Si on ne sait pas programmer, c'est pas grave. On peut apprendre. J'ai envie d'en faire tout le temps et j'ai commandé ça à Noël. Notre volonté, c'est que l'ensemble des élèves soient sensibilisés à la robotique. L'objectif que nous visons, c'est l'égalité filles-garçons, c'est-à-dire faire en sorte que les filles aillent vers les sciences et que les garçons aillent aussi vers les métiers du care, comme on dit, du soin, de la santé et de l'éducation. Voilà, donc c'est l'objectif que nous visons, au-delà évidemment de l'aspect technique qui en lui-même est absolument fondamental. À tous ces éléments plutôt éducatifs, je rajoute l'offre culturelle que nous portons sur la commune, qui est un des marqueurs. Je salue évidemment le directeur et la directrice adjointe, j'ai oublié, du théâtre Sénart, voilà, qui sont présentes. Et je rajoute notre offre culturelle
à tout notre panel d'accompagnement éducatif, puisque l'essentiel, évidemment, de ce que nous faisons est d'abord en direction des plus jeunes. Et donc, je vais en énumérer quelques-uns. La marge et ses 30 séances scolaires, 25 ateliers de pratique et de sensibilisation réguliers avec la compagnie Underground de Chougue et la compagnie des âmes singes. Cécile est présente et je la remercie. Une classe théâtre au lycée de la Marcarée, animée encore une fois par la compagnie des âmes singes, et on en est très fiers. L'exposition Art d'école pour 10 classes de maternelle et de CP qui découvrent tout simplement l'univers des artistes, la Maison des arts et des cultures et ses 125 ateliers de pratique scolaire, et puis 2 intervenants dans les classes élémentaires pour la sensibilisation musicale sur l'année. Je m'arrête là. Vous voyez, la culture est vraiment une force de notre territoire. Elle ouvre sur le monde, elle nous ouvre au monde, elle nous rattache aux autres, elle permet de développer l'empathie, la capacité d'écoute, de mieux ressentir les choses, des qualités dont notre société a vraiment besoin. Albert Einstein a écrit « La connaissance est limitée, mais l'imagination peut embrasser l'univers entier ». C'est ce que nous souhaitons développer pour tous nos jeunes. L'éducation, c'est aussi le sport. Et nous portons avec l'éducation nationale, merci Madame l'inspectrice, le sport apprenant. Voilà, nous le développons. Premier objectif commun, c'est de permettre tout simplement aux 30 minutes affichées nationalement de sport par jour en école élémentaire. Et pour ce faire, la commune met à disposition ses éducateurs et mobilise les éducateurs des associations sportives qui sont comment dirais-je, engagés. Nous travaillons aussi ce sujet sport apprenant à l'échelle de Grand Paris Sud, et nous sommes sur un autre sujet, le premier territoire en France à nous emparer d'une nouvelle politique publique, le savoir y jouer, qui englobe le gaming, le e-sport. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais pour tous les parents qui ont des ados et qui voient nos ados en train de pratiquer des jeux, des heures et des heures, des jeux qu'on ne comprend pas bien, que souvent on juge un peu violents, eh bien on s'est dit qu'il fallait, parce que le numérique est un fait de société, y adosser une politique publique. Cette politique publique, c'est le savoir y jouer qui permet de prévenir les risques de repli sur soi, les risques d'obésité, qui sont des risques de santé avérés, mais aussi être en capacité tout simplement de valoriser les compétences que le jeu amène. Et le jeu amène énormément de compétences en matière de dextérité, en matière de rapidité, en matière de stratégie, en matière de jeu collectif. Et ce sont des compétences qui ne sont pas des compétences valorisées par l'école, parce que la pédagogie est une pédagogie différente, une pédagogie déductive. C'est par l'échec que l'on apprend, mais ce sont des compétences qui sont très précieuses dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, nous y sommes et nous allons déployer tout ça à l'échelle de notre commune, mais plus largement à l'échelle de l'agglomération. Voilà, je reste encore un peu sur l'éducation pour vous informer que 2 projets avancent bien, celui d'un nouveau bâtiment universitaire. Merci à Milcar sur le site Sénarté de l'Université Paris-Est Créteil. Il sera dédié à la formation, mais aussi à la recherche. C'est important qu'il y ait de la recherche. C'est ce qui ancre la formation sur notre territoire. Et il permettra de proposer des cycles master ici à Lieusaint et à Moissy. Et celui d'un lycée. Nous y travaillons, vous me le demandez chaque année, avec le maire de Saint-Pierre-du-Perret, notamment pour une localisation sur le Carré Sénart. Nous allons y arriver. Voilà. J'aurais également aimé, au-delà de l'écologie, au-delà de l'éducation, vous parler encore longtemps, et notamment vous parler santé, parce que je sais que c'est une préoccupation évidemment importante. J'aurais aimé vous parler du pôle médical 2, dont le chantier est en cours, ouverture 2024, du centre spa bien-être, dont le chantier est en cours, ouverture 2024, le tout sur le Carré. J'aurais aimé vous parler du contrat local de santé, que nous allons travailler avec l'Agence régionale de santé. La dimension prévention que nous devons maintenant porter doit s'accélérer. L'accès aux soins pour traiter de la santé n'est pas suffisant. Il nous faut évidemment englober l'ensemble des dimensions. J'aurais aimé aussi vous parler, au-delà de la santé, de la rénovation de notre place du Colombier. Notre démarche de concertation se poursuit. Une nouvelle réunion dans les semaines, dans les mois qui viennent sera calée. J'aurais aimé vous parler sport aussi, avec nos 2 terrains synthétiques au parc Omnisport et qui permettent à notre club de football de se développer et même d'accueillir le Barça au mois d'avril. Nous y serons tous invités, ils sont présents et je les en remercie. Et puis vous parlez aussi du futur skatepark. Alors maintenant on dit plus skatepark, on dit Poum Park. Après ce que j'ai compris, c'est pas ça? Bon, c'est ça. Bon, bah voilà. Bon. Voilà. Bon, donc il y a encore un débat sur le sujet, mais
Il sera prêt courant d'année. On a pris un petit peu plus de temps parce que nos élus du conseil municipal des jeunes se sont beaucoup engagés sur ce sujet, ils sont allés en voir plusieurs pour définir les besoins. Aujourd'hui, les besoins sont parfaitement définis, donc on va pouvoir passer à la réalisation, ce qui me permet de saluer nos conseillers municipaux juniors qui font un travail absolument remarquable. Les représentants sont ici, ils sont là très engagés pour la commune et avec à chaque fois une dimension écologique très marquée. L'écologie est vraiment quelque chose qui habite et je crois que c'est absolument essentiel. Voilà, j'aurais aimé aussi être plus long et vous parler de toutes les belles personnes qui font battre le cœur de la ville. Vous êtes nombreux et nombreuses ce soir. Les associatifs qui portent l'offre sportive et culturelle, qui portent des actions de solidarité, les militants, je les appelle ainsi, qui donnent naissance à des utopies comme la gratuiterie ou comme le soutien à l'enfance dans un quartier de Dakar au Sénégal, et c'est utile. Les conviviaux qui animent notre centre social, les citoyens qui participent à notre démocratie locale, les héroïnes et les héros du quotidien qui covoiturent leurs voisins, qui font les courses de celui qui est immobile aujourd'hui ou gardent les enfants d'un troisième. Nos commerçants qui animent notre vie locale, nos professionnels de santé, nos soignants qui sont sur le pont en permanence avec un dévouement sans fin, notre commissaire de police et les membres de son équipe avec une tâche difficile, conséquente, fondamentale, qui sont les garants de nos biens, évidemment, et de nos personnes. Sans police, il n'y aurait pas de société. Leur rappeler que notre confiance en eux est absolument totale. Notre capitaine des pompiers qui est là avec son lieutenant, et je le remercie, toujours en première ligne pour porter secours quand l'imprévu frappe. Nous mesurons à chaque fois votre dévouement et votre professionnalisme. Vraiment, je crois qu'on peut, oui, on peut les applaudir. Vous le savez, le sujet, un des sujets majeurs sur cette commune, le vrai peut-être, c'est de vivre ensemble. Expression certes un peu utilisée, galvaudée, mais qui définit le commun de femmes et d'hommes qui changent, qui bougent sans cesse, qui voyagent, qui déménagent, qui se séparent, qui travaillent, qui chôment, qui mangent, qui boivent, qui veulent et disent tout et son contraire, créent des œuvres, des entreprises magnifiques, cultivent leur jardin, bref, vivent ensemble. Je voudrais vous lire à cet effet quelques mots des Misérables de Victor Hugo. À Jean Valjean, le bagnard rejeté de partout, méprisé, battu, avili, l'évêque de Digne ouvre sa maison. Et lorsque Jean Valjean lui dit « Monsieur, comment pouvez-vous ainsi accueillir chez vous, sans méfiance, un homme à la mine aussi sauvage que moi, et dont vous ne connaissez même pas le nom ?» Son hôte répond ceci. « Si, je le connais, ton nom. Tu t'appelles mon frère. » Voilà une petite histoire que nous a léguée le grand Hugo, et qu'il faudra transmettre encore, et encore, et encore, pendant 1000 générations. Notre ambition est bien de créer des cadres de confiance pour que la bienveillance naturelle des humains l'emporte sur toute autre qualité. La confiance ne se mérite pas, ici, elle se donne. Et on a confiance en notre jeunesse. Ce cadre de confiance, ce socle, il repose d'abord, évidemment, sur le service public. Le service public dans notre ville, c'est l'œuvre des agents municipaux, des agents de l'agglomération qui agissent sur tous les fronts pour répondre aux besoins. Et bien sûr, ils sont à l'œuvre ce soir aussi avec leurs multiples métiers, techniques, communication, sécurité, restauration dont nous allons pouvoir profiter des talents dans quelques minutes. J'écoute évidemment les lieux synthèses sur les réseaux sociaux, un peu partout, puisque tard le soir, leur reconnaissance leur est et vous est, personnel du service public largement acquis, c'est le meilleur des bilans. Bravo. Bravo tout particulièrement à Christophe Neves, notre directeur général des services. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, puisqu'il n'y a pas eu de cérémonie de vœux depuis 2020, qui représente l'ensemble évidemment de nos agents et qui est à la tâche quotidienne pour faire fonctionner cette belle équipe de service public. Le service public, c'est notre patrimoine commun. Et nous,
Notre monde est certes inquiétant, mais il est tout autant enthousiasmant. Les enjeux nous dépassent, mais ils doivent nous transcender. Fort du service public de notre bloc communal, fort de chacune et de chacun d'entre vous, sûrs de nos valeurs, soyons convaincus qu'ensemble, nous sommes une forme irrépressible pour un lieu sain, généreux et riche d'avenir. Albert Camus disait « La vraie générosité avec l'avenir consiste à tout donner au présent ». Alors mes amis, donnons tout dès maintenant. Bonne année 2023 à chacune et à chacun d'entre vous. Bonne année 2023 à Lieu-Saint, à Grand Paris Sud. Vive la République et vive la France! Je souhaite que cette année soit une année merveilleuse pour chacun d'entre vous. Je souhaite que ce soit une année de justice parce que nous en avons beaucoup besoin. Et dans ces moments difficiles, traversés par beaucoup, à cause de l'inflation, de la guerre en Ukraine et donc de la pénurie, enfin de la crise énergétique à cause de la crise climatique, eh bien, je souhaite que malgré tous ces grands dérèglements, eh bien, vous passiez la meilleure année du monde. Voilà. Donc je vous souhaite à vous tous, à vos familles, le meilleur et donc à très bientôt.